Donc aujourd'hui, nous sommes avec Gilles Closset. Bonjour Gilles. Bonjour Marcel, Jean-Baptiste. Donc Gilles, tu es directeur de l'écosystème IA chez OVH Cloud. Concrètement, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que c'est OVH Cloud pour les gens qui nous écoutent? Merci de m'inviter pour ce premier épisode. J'en suis ravi et honoré. Donc oui, moi je suis de formation ingénieur et j'ai fait, on va dire, les premières années de ma carrière plutôt sur des postes techniques fonctionnels avant de passer chez des cloud providers. Il y a 12 ans, du coup. L'écosystème IA chez OVH Cloud, c'est globalement toutes les entreprises extérieures qui utilisent nos services et nos solutions d'IA pour réaliser leurs propres produits ou délivrer leurs propres services. Donc là-dedans, on va avoir des éditeurs, on va avoir des sociétés de services, donc des cabinets de conseil, des intégrateurs, des fournisseurs de services managés. On a beaucoup de startups aussi, 800 startups par an qui rejoignent notre programme startup. D'accord. Et puis, du coup, une autre famille qui est un peu spécifique à mon poste, qui est les modèles builders, donc ceux qui développent des modèles qu'on intègre après dans nos solutions d'IA managées. Donc voilà, mon poste chez OVH Cloud. Et donc OVH Cloud, leader européen du cloud. Les analystes nous mettent dans le top 10 des cloud providers mondiaux. Félicitations. Merci. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans ce top 10. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est le seul Européen dans ce top 10. Donc, tous les autres sont soit américains, soit chinois. Donc, voilà, on se sent un peu seul dans ce top 10. Nous, aujourd'hui, on a 44 data centers. On a des centaines de milliers de machines répartis dans ces data centers, dans 10 pays. Donc, évidemment, beaucoup de pays européens, la plupart des pays européens. Mais on est aussi présent au Canada, aux États-Unis, en Australie, à Singapour, en Inde. Donc, on a vraiment un footprint mondial. D'ailleurs, nos clients viennent de plus de 190 pays, donc vraiment de partout. Et donc, les trois, on va dire, le positionnement d'OVH sur le marché, c'est sur trois piliers. Le premier, c'est qu'on est les meilleurs en ratio prix-performance. Historiquement, comme ça qu'on nous connaît, des prix très agressifs. Pour un même euro, vous avez plus de puissance de calcul chez OVH que chez un autre. Le deuxième, c'est sur les sujets de souveraineté. Je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Exactement, ouais. C'est un gros sujet. Ouais, un gros sujet. On est pionnier de ce sujet-là. Nous, ça fait depuis 25 ans qu'on existe que le fondateur, Octave Klaba, œuvre pour cette souveraineté, cette liberté de choix, d'avoir un acteur européen qui propose une alternative aux géants du marché. Donc ça, c'est vraiment dans notre ADN et ça n'a pas changé sur ces 25 années-là. Et puis, le troisième sujet, c'est sur la frugalité, où on a un modèle industriel verticalisé assez unique, c'est-à-dire que d'une part, on construit nous-mêmes nos serveurs et nos baies dans des usines en France et au Canada. Donc, on maîtrise complètement la chaîne de production et puis le cycle de vie des composants, ce qui nous permet d'amortir mieux l'empreinte carbone des composants. Et en plus, on a une technologie de refroidissement à eau, donc on appelle water cooling, qui a déjà plus de 20 ans, qui nous permet d'être beaucoup plus frugal en énergie, y compris sur les GPU dont ont besoin l'IA. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est devenu une techno qui devient la mode, mais voilà, chez nous, on a déjà depuis plus de 20 ans. Pionnier dans ce domaine. Exactement. Génial. D'accord, donc finalement trois piliers qui sont clés aujourd'hui pour le cloud d'une manière générale, pour la souveraineté, pour les économies aussi d'énergie, et puis surtout pour la performance aussi des entreprises. Exactement. Qui est un peu... Le bilan économique, oui. Exactement. Donc, vous avez parlé de cloud, vous avez parlé de data, vous avez parlé d'IA. Aujourd'hui, c'est trois sujets qui sont omniprésents dans le débat autour du numérique et de l'écosystème français. Aujourd'hui, peut-être pour les plus néophytes d'entre nous qui nous écoutent, comment vous définiriez ces trois notions globalement et comment elles s'orchestrent entre elles et quel rôle finalement OVH Cloud a dans l'orchestration de ces notions-là? Ouais. Ces trois sujets qui sont intimement liés, effectivement, on ne peut pas vraiment les séparer. L'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça va être plutôt sur la partie software, donc logiciel. D'accord, c'est dans cette partie-là qu'on va avoir les mots-clés qu'on entend un peu quand on baigne dans ce milieu-là, qui vont être machine learning, deep learning, réseaux neuronaux, etc. Donc ça, c'est la partie software qui, globalement, si on simplifie, permet de faire de la prédiction statistique. D'accord, donc une IA, ça va être des algorithmes qui permettent de faire des prédictions statistiques. Donc ça, c'est l'IA. Et donc, en gros,
si on fait une analogie par rapport à un animal ou une personne, ça va être l'intelligence de cet animal ou de cette personne. On va avoir du coup la donnée. Donc la donnée, elle a deux enjeux principaux. Le premier enjeu qui est très important, mais sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, ça va être le volume de données qui est nécessaire pour réaliser l'entraînement de ces modèles, donc pour produire ces modèles. Donc là, on est sur des modèles, enfin des quantités de données qui sont absolument monstrueuses. Hein, c'est globalement à peu près tout ce qui existe sur Internet quand on parle de LLM. Quand on parle de machine learning, c'est un peu différent, mais on parle aujourd'hui beaucoup de LLM. Et donc, il y a besoin d'énormes clusters de calcul, etc. pour les faire. Donc ça, j'en parle pas trop parce que c'est un peu niche dans le sens où c'est finalement qu'une poignée d'entreprises qui vont vraiment faire de l'entraînement de modèles, surtout de modèles LLM comme on en a parlé. Peut-être que tu peux juste, excuse-moi, rapidement redéfinir ce qu'est un LLM, très rapidement pour qu'on pose... C'est les grands modèles de langage. Donc typiquement, ceux qui connaissent ChatGPT, Claude, etc., ou Mistral, ce sont des modèles de langage. Donc, c'est des IA textuels avec qui on dialogue de manière naturelle et qui savent répondre de manière naturelle également, faire de la planification, etc. Donc, ça, c'est en fait, c'est LLM, ce qui a bouleversé un peu le champ de l'IA ces dernières années, hein, depuis 2 ans. C'est que ces LLM-là, c'est une compression de la donnée humaine. Il faut le voir comme un moyen de compresser la donnée humaine sur un algo et qu'après, on peut aller demander ce qu'on veut à cette boule de condensé de savoir humain. D'accord ? Et après, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie qui nous intéresse plus, c'est comment est-ce qu'on utilise cette boule de savoir et d'usage, comment est-ce qu'on l'intègre dans les entreprises. Et donc là, la donnée a un enjeu hyper important puisque, comme vous le savez, la donnée, c'est un des actifs les plus sensibles et critiques des entreprises. Souvent, ce qui est important pour une entreprise, c'est soit des brevets, soit de la propriété intellectuelle par rapport à un portefeuille de clients ou un savoir-faire industriel, ou etc. Donc, c'est souvent sous la forme d'une donnée, d'une manière ou d'une autre. Et donc, d'une part, c'est très sensible. Et d'autre part, du coup, c'est en allant exploiter les données des entreprises qui leur sont propres qu'on va extraire un maximum de valeur grâce à l'IA. Donc, l'IA, la promesse, c'est de extraire plus de valeur des données de l'entreprise. Et donc là, c'est très important. Et si on reprend notre analogie de l'être humain et de l'animal, je ne sais pas encore quel est le plus pertinent, ça serait la nourriture qu'on lui donne. Vous voyez, donc, on alimente cet être avec de la donnée. Et après, il y a le cloud, du coup. Le cloud a eu en fait un rôle décisif dans l'émergence de l'IA, et notamment des derniers modèles de LLM textuels. Ça, c'est des concepts, ceux qu'on a cités tout à l'heure, les réseaux neuronaux, le deep learning, c'est des concepts très anciens, enfin très anciens à l'échelle de l'informatique. Ils ont déjà été conceptualisés dans les années 60-70. Donc, ça fait 40-50 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Il y a eu des périodes qu'on appelle d'hiver de l'IA où c'est un peu passé de mode parce qu'on s'était découragé, puis on est revenu, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a plein de sous-domaines de l'IA, etc., qui ne sont pas forcément toujours cités dans le débat, mais qui existent depuis plusieurs années. Il y a des use cases très intéressants avant les LLM sur le machine learning. D'ailleurs, dans la santé, c'est plutôt du machine learning qu'on utilise comme technique d'IA et qui sont d'une valeur énorme aussi. Pardon, mais ça qui est marrant aussi avec l'IA générative, c'est que ça a un peu fait ressortir toutes ces notions d'IA qui existent depuis déjà une trentaine d'années, mais qui ont pris d'autant plus d'ampleur quand ChatGPT est sorti il y a maintenant 3 ans. Maintenant, on parle d'IA partout, et ça ne veut pas forcément dire LLM. Et c'est la nuance qui est importante ici, je pense. Et ouais, depuis 30 ans, tu vois, on y travaille, mais pour moi, c'est que depuis les années 2010, je dirais qu'il y avait vraiment du machine learning qui apportait des cas concrets intéressants. Et puis là, depuis quelques années, les LLM. Et donc, qu'est-ce qui a fait que on a eu ce breakthrough, cette étape importante, ce jalon? C'est en fait, avant, on n'avait pas les capacités de calcul nécessaires pour faire que les réseaux neuronaux produisent ce qu'on attendait d'eux. Tu vois. Et c'est depuis que le cloud existe et que le cloud est venu avec une capacité de calcul massive, et puis les dernières générations de GPU,
qui sont eux aussi de plus en plus puissants, qu'en fait, on a réussi à faire tomber en marche, entre guillemets, ces concepts plus anciens et qui maintenant fonctionnent et délivrent de la valeur. Et puis les démocratiser aussi, parce que du coup, il y a un plus grand nombre de personnes qui peuvent être capables du coup d'entraîner des modèles, de les faire inférer, etc., avec l'accessibilité du cloud. Ouais. Et tu vois, je vais revenir sur ce que tu dis, mais pour terminer mon analogie, l'IA, c'est le cerveau, la donnée, c'est la nourriture. Le cloud, ça va être un peu le cœur, tu vois, ce qui va donner l'énergie à notre animal. Et donc, si tu as ou une personne, du coup, si tu as une personne super intelligente, tu lui as bien rempli le ventre, mais qui a en fait un cœur d'un vieux papy de 80 ans, Bien sûr. tu vas pas réussir à en faire grand-chose. Tu vois. Donc, tu es obligé de jouer sur les trois qui sont forcément dépendants les uns des autres. Et donc, ouais, tu as très bien dit le mot magique, le mot-clé, là, c'est démocratisation. Tu vois, ces derniers GPU à la mode, on a beaucoup parlé des H100, maintenant on commence à parler des H200, des B200, B300. C'est sûr. Ça, c'est des GPU qui coûtent entre 20 000 et 40 000 dollars pièce. Et pour les plus gros modèles, il te faut pas un GPU, mais il t'en faut plusieurs, parfois 4, parfois 8. Donc, tu vois, c'est des CAPEX, des coûts d'investissement qui sont énormes. Et donc, si tu veux tester des choses, explorer l'usage de cette IA, ça n'a pas trop de sens. C'est compliqué d'investir de tels montants. Et donc, c'est vrai que le cloud, il a permis de démocratiser l'accès à cette puissance en payant à la minute, à l'heure. Exactement. Avec nos clients qui sont beaucoup de PME, on parle directement d'IA, mais en fait, derrière, finalement, l'IA, c'est simplement l'outil. Mais derrière, il faut du cloud pour le déployer, le mettre à l'échelle et toutes ces notions de scalabilité qui sont aussi importantes. Et finalement, la donnée, c'est un vrai sujet, notamment chez nos PME, qui ont souvent de l'information qui n'est pas forcément structurée. Donc, il y a un travail en amont de structuration de l'information pour la transformer en données et puis pour pouvoir vraiment avoir cette pierre angulaire. C'est souvent la partie la plus difficile, hein, d'ailleurs. C'est pas tellement d'exploiter le LLM ou n'importe quel modèle, c'est d'avoir une donnée propre et de qualité en entrée. Le sujet, c'est déjà d'avoir l'idée, de bien comprendre qu'est-ce qu'on a comme données et qu'est-ce qu'on pourrait en faire. De comment est-ce que ça pourrait impacter les processus existants dans l'entreprise. Et une fois qu'on a cette idée, donc ce use case, une fois qu'on a ce use case, comment est-ce que je prépare la donnée pour le mettre en œuvre? Tu parlais tout à l'heure de souveraineté. Nous, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur dans le contexte actuel. Concrètement, parce qu'on parle beaucoup des Américains qui ont un grand rôle à jouer aussi dans l'IA, concrètement, nous, en Europe, qu'est-ce qu'on appelle une IA souveraine et pourquoi c'est important cette souveraineté? Du coup, pour répondre à l'IA souveraine, je te propose de déjà définir qu'est-ce que la souveraineté numérique. Tu vois, la souveraineté numérique, c'est quand une société, un État, une institution ou même une personne souhaite garder un contrôle indépendant sur son infrastructure numérique, sur sa donnée et sur ses process de décision, sous sa juridiction. C'est-à-dire que c'est elle qui décide et qui a le contrôle de ça. Pour faire ça, il y a 3 piliers. Tu as la souveraineté de la donnée. Et donc là, on est sur 2 sujets. Tu vas avoir le sujet cyber, donc cybersécurité, cyberattaque, protéger des cyberattaques. Et puis, tu as le sujet protection contre les lois extraterritoriales. Donc là, on est plutôt sur un plan juridique. Donc ça, c'est la souveraineté de la donnée. Après, tu as la souveraineté technologique. Comment tu choisis des solutions qui sont ouvertes, qui sont interopérables, qui sont réversibles pour éviter toute forme de vendor lock-in. Tu vois, le fait d'être emprisonné dans une technologie. Et après, tu as le 3e pilier qui est la souveraineté opérationnelle. C'est comment est-ce que tu acquiers la maîtrise des compétences pour être autonome sur la mise en œuvre et le pilotage de ton système. Donc ça, c'est les 3 piliers, on va dire, qui te permettent de parler de souveraineté et qui sont, tu vois, les sujets sur lesquels nous, on se bat chez OVH Cloud depuis le début et qui sont au cœur de ce positionnement-là. On a OVH Cloud, du coup, européen. On a d'autres hyperscalers américains de l'autre côté. On a aussi une loi, tu parlais des lois d'autres pays. Ouais. On a le Cloud Act, qui est un peu une loi qui revient aujourd'hui avec ce débat sur l'IA, sur l'usage et sur le stockage de la donnée. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces notions-là? Oui. Du coup, le Cloud Act,
C'est une loi américaine, effectivement, qui avait plutôt tendance à viser la donnée hébergée. Donc, globalement, c'est ce que dit le Cloud Act, c'est que ça s'applique à toutes les entreprises américaines et leurs filiales, où qu'elles soient. Donc là, tu vois, même si tu utilises un hyperscaler en Europe, tu es assujetti à cette loi-là parce que il n'y a pas de notion de frontière, en fait. C'est à partir du moment où tu es sur une entreprise américaine. Imaginons que j'utilise un hyperscaler pour envoyer des mails, tout simplement. C'est-à-dire que ces mails sont soumis au Cloud Act, même si je suis en France. Exactement. Par contre, attention, tu vois, ça ne veut pas dire qu'ils y ont accès ouvertement, librement. C'est soumis à conditions, c'est très réglementé. Il y a d'ailleurs, il y a énormément de demandes qui sont faites d'accès à l'information. On parle de plusieurs millions de demandes par an. Par contre, une grande majorité, elles sont rebootées. Donc, rebutées. Tu vois, c'est assez contrôlé, mais c'est un dispositif qui existe et qui est mis en œuvre, régulièrement. Après, il y a un autre qui est un peu moins connu maintenant, mais dont on a beaucoup parlé à un moment, qui était le FISA. Donc, c'est un peu plus ancien, mais c'est pareil, comme le Cloud Act s'est remis au bout du jour régulièrement. Et donc, ça, c'est plutôt sur la donnée en transit, donc sur les réseaux de télécommunications. Sur le Cloud Act, on est plutôt sur la donnée hébergée, on est plutôt sur la donnée sur les fibres, les flux de données, exactement. Et donc là, c'est le fait de pouvoir surveiller ou espionner, tu choisiras le mot que tu veux, des communications suspectes. Et donc là, la définition de suspect, c'est pareil, c'est assez large. Et donc ça, c'est un sujet qui a été mis sous le feu des projecteurs avec l'affaire Snowden en 2013. Et il a fait un livre qui est passionnant, que je recommande, et qui explique très bien ça, donc avec le programme PRISM, etc. Et moi, ce que je retiens de ce livre, que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est que quand ça a été divulgué, si tu veux, avant ça, on estimait que c'était techniquement impossible de faire ce qu'ils font, tu vois. Surveiller de tels volumes de transactions à l'échelle mondiale, etc., c'était techniquement pas possible. Et en fait, cette affaire-là, elle a révélé que si, les agences américaines, elles ont trouvé que c'était possible et elles le faisaient en fait en pratique. Et donc, ouais, moi, ça fait un peu écho sur, tu vois, le sujet du Cloud Act, etc., où on entend beaucoup parler de l'argumentaire principal des hyperscalers par rapport à ça, c'est de dire chiffrer la donnée et puis du coup, même si on nous la demande, on ne pourra pas la donner. D'accord. Okay. Donc ça, déjà, pour moi, j'ai deux soucis avec ça. À partir du moment où tu es administrateur d'un hyperviseur, donc c'est ce qui gère les machines physiques et sur lesquelles tu déploies tes VM, il y a quand même des moyens pour casser ce qui est crypté. C'est une première chose. D'accord. Et ce qui me gêne aussi par rapport à ce qu'on vient de se dire sur Snowden, c'est c'est peut-être impossible avec nos connaissances des moyens techniques aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on va apprendre qu'il y avait quelque chose hyper confidentiel qui permettait de lire de la donnée même quand on n'y avait pas accès, etc. Et là, on va dire « oups ». Donc ça, c'est le premier truc qui me dérange. Le deuxième, c'est par rapport à ce que je vous ai donné comme définition de la souveraineté, c'est que là, on est uniquement sur une sous-partie de la data sovereignty, tu vois, de la souveraineté de la donnée. Et c'est un peu une simplification, je pense, volontaire que font les Américains sur ce sujet-là. C'est de dire que souveraineté égale protection de la donnée, chiffrement. Oui. Donc, que l'angle cybersécurité. Mais en fait, tu vois, dans la définition que je t'ai donnée, il y a aussi la maîtrise technologique, il y a la maîtrise opérationnelle. Et globalement, tu ne peux pas dire que tu es sur une infra souveraine si tu ne maîtrises pas ta stack technologique. Et donc, quand tu es européen et que tu utilises une stack américaine, pardon, mais tu n'es pas souverain de ton infra. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la RGPD. Ouais. GDPR en anglais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent et qui se satisfont du coup de ces normes aussi. Est-ce que tu pourrais expliquer, toi, les enjeux de ces normes-là, donc la RGPD, la SOC 2 type 2, etc., toutes ces normes-là, que parfois, du coup, ces hyperscalers avancent en termes comme gage de confiance et qui, du coup, peuvent aussi perdre un petit peu les gens dans leur démarche vis-à-vis de ça. Ouais, donc là, on est vraiment sur une mise en conformité réglementaire du traitement de la donnée. Et donc là, si tu veux, on est de nouveau sur ce sujet de sécurité de la donnée, entre guillemets.
n'importe quelle société, d'où qu'elle soit, elles peuvent se mettre en conformité avec la RGPD. Donc, on rejoint ce sujet de sécurité de la donnée. Et puis, Américains ou Européens ou Chinois, ils peuvent respecter les règles du RGPD. Donc, il n'y a pas de frein là-dessus, quoi. Donc, RGPD ne rime pas avec souveraineté. Non, deux sujets complètement différents. C'est important de le préciser. Et concrètement, donc pour prendre un peu de recul, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté numérique, etc., pourquoi l'IA finalement remet ce sujet au goût du jour et pourquoi c'est important dans l'IA, la souveraineté? Oui, bah, du coup, l'IA, tu vois, et encore une fois, je suis désolé, on va beaucoup parler de LLM parce que c'est le sujet à la mode. Mais Complètement. Mais les LLM, on voit qu'ils sont en train de se positionner comme un portail de l'information. Qu'on va utiliser de plus en plus à la place des moteurs de recherche, par exemple. On voit que c'est déjà le cas chez les plus jeunes, c'est d'ailleurs aussi à d'autres cas. Et du coup, les résultats que donnent les LLM peuvent, alors déjà d'une part, peuvent avoir un biais culturel par rapport à là où ils ont été produits, parce qu'il y a des méthodes d'entraînement qui vont les diriger plutôt dans un sens ou dans un autre. Il y a même, on a vu le cas récemment avec Grok, etc., où ils essayent d'influencer dans une direction l'idée ou l'opinion sur certains sujets du modèle. Donc, c'est important qu'on soit autonome sur la capacité à produire nous aussi ce genre d'outil qui va être de plus en plus utilisé et qui va plus refléter notre culture et nos valeurs. C'est un outil hyper puissant, l'intelligence artificielle, qui va beaucoup transformer les entreprises, on va en parler. Et il faut absolument qu'on soit autonome là-dessus aussi, tu vois, et pas dépendre d'une technologie extérieure. Et tu vois, on parle beaucoup de souveraineté numérique. Nous, on aime beaucoup parler aussi d'autonomie stratégique. En fait, on n'est pas que sur des notions de souveraineté qui peuvent être réduites volontairement à des sujets de sécurité de la donnée. Mais je trouve que le terme autonomie stratégique, là, on comprend mieux qu'on n'est pas sur juste protection de la donnée, mais comment est-ce qu'on est autonome pour piloter nos clouds et nos IA qui tournent sur ces clouds. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, le marché, il est à plus de 70% chez les Américains du cloud. La captation de la valeur par ces acteurs-là, elle est à plus de 80%. Donc, ça veut dire que leur part de marché continue de croître. Donc, ça veut dire que notre situation, elle s'aggrave. En fait, en tant qu'Européens, c'est des sujets tellement stratégiques que, si tu veux, ça devient une arme dans nos négociations Europe-US. On a vu encore des vidéos de la semaine dernière ou la semaine d'avant des grands patrons des big tech américaines qui sont à la table avec Donald Trump et qui globalement attendent les ordres et attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent dire. Donc on voit que ce sont vraiment devenus le bras armé du gouvernement américain et que du coup, tu vois, en termes de risque, d'une part, ça va nous pénaliser dans les négociations qu'on a avec les Américains parce que le risque, c'est plus tellement de la perte de données avec le Cloud Act parce que c'est finalement, on voit des choses qui parlent un peu moins aux entreprises et puis qui prennent du temps à se matérialiser. Peut-être qu'on va que se rendre compte dans 5 ans, dans 10 ans qu'il y a eu des fuites, etc. Et puis c'est dur à prouver. Par contre, là, il y a déjà des antécédents de coupure de service. Il y en a eu un sur une personne de la Cour pénale internationale sur ordre du gouvernement américain. Microsoft a coupé l'accès à sa messagerie. Donc ça, tu vois, c'était de la science-fiction il y a quelques années. On n'osait pas du tout y penser. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, c'est plus de la science-fiction et que potentiellement, si les relations continuent à se tendre, c'est peut-être des choses qu'on va avoir de plus en plus. Et là, on n'est plus sur des risques difficiles à imaginer et théoriques. C'est très concret, très immédiat. Du jour au lendemain, si ça tourne mal pour une raison ou une autre, tu peux avoir une dégradation de service ou voire pire, une coupure de service. Et aujourd'hui, on sait que nos sociétés, dans les deux sens du terme, sociétés entreprises et sociétés civiles, si tu leur coupes les systèmes d'information, elles sont à genoux. Et donc, on va avoir tout le temps cette épée de Damoclès, ce couteau sous la gorge, de dire si vous nous cassez les pieds ou si vous partez pas dans des négociations par le bas,
on vous menace de X ou Y par l'intermédiaire de ces grandes boîtes qui nous tiennent par la barbichette. C'est compliqué. Ouais. Pour rester toujours très concret, nous, dans notre quotidien, on est souvent en contact avec des dirigeants de PME qui se posent ces questions-là. Concrètement, dans la vie de tous les jours, même pour des entreprises de plus petite taille, qui sont au fait de ces choses-là, de souveraineté, d'indépendance, etc. Comment je peux mettre en place dans ma philosophie en tant qu'entreprise, comment je peux me parer à ces notions de sécurité, de souveraineté très rapidement sur l'usage de l'IA, parce que c'est toujours la question. Sur l'usage de l'IA, comment je peux faire attention à ces choses-là. Là, vous pouvez choisir commencer à diversifier en fait vos fournisseurs de services d'IA. Tu vois, chez OVH Cloud, on a les GPU as a service, on en a parlé. On a des services managés aussi. Un des derniers services managés qu'on a sorti s'appelle AI Endpoints. Et donc, en gros, là, on a des modèles d'intelligence artificielle qui sont compatibles. Alors là, ça va être un peu technique, je suis désolé, mais en gros, qui est compatible avec la norme OpenAI, ce qu'on appelle l'API OpenAI. Et donc, si vous avez un logiciel qui utilise l'API d'OpenAI, donc ChatGPT, vous pouvez copier-coller l'URL d'OVH à la place de l'URL OpenAI et ça va fonctionner tout de suite, tu vois. Donc, au lieu d'envoyer vos requêtes sur des LLM OpenAI, vous allez les envoyer chez OVH Cloud. Nous, on a par exemple là, intégré récemment les derniers modèles d'OpenAI qui sont open source, donc plutôt sur l'open source, mais qui fonctionnent très bien, qui répondent à énormément de use cases. Et pour donner une idée, tu vois, le plus gros modèle open source de OpenAI, qui est le GPT-120B, il coûte 25 fois moins cher que GPT-5 par token en input. Donc, en fait, tu peux faire des économies importantes s'il répond correctement à ton use case. Et encore une fois, il est très bon, donc il va répondre à beaucoup de use cases. Bien sûr. Tout en étant, du coup, tu vois, dans la sphère OVH Cloud. Et c'est ça qui est finalement très important. C'est-à-dire que concrètement, ma requête, au lieu de partir aux États-Unis dans les serveurs d'OpenAI, elle part donc chez vous, elle reste en Europe et finalement, on n'a pas ces problématiques du coup de souveraineté. Ouais, moi, et franchement, il y a des discussions que je trouve des fois hyper étonnantes. Tu vois, il y a des entreprises qui disent on est hébergé chez OVH, donc on est sur une plateforme souveraine, mais en fait, l'application qu'ils hébergent chez nous, elle fait des appels à ChatGPT. Donc, je dis, OK, vous êtes hébergé chez nous, mais vous envoyez les données chez OpenAI pour les faire traiter. En plus, OpenAI, ils ont eu des soucis avec la justice américaine là, récemment, où en gros, ils doivent bloquer toutes les informations. Donc, en termes de privacy de la donnée, etc. Donc, il y a moyen de s'en échapper, encore une fois. Hein. C'est pas tout blanc, tout noir. Mais bon, c'est quand même des signes qui prouvent qu'on est mieux à rester sur un contexte européen et de maîtriser ça. Ok, très bien, mais super. Du coup, on a beaucoup parlé là du contexte politico-économique de l'IA, etc., et de tous les enjeux qu'il y a autour de ça. Moi, j'aimerais, là, dans cette partie-là, me recentrer un petit peu plus vraiment sur l'usage de l'IA aujourd'hui. Et puisqu'on parle de souveraineté, peut-être plus se concentrer sur l'écosystème français aujourd'hui. Ouais. Selon toi, quel est aujourd'hui le processus typique d'adoption de l'IA dans les entreprises, que ce soit des petites entreprises ou des plus grosses, et quels sont les cas d'usage prioritaires qui sont adressés par l'IA et lesquels sont les plus pertinents à date en fonction de ces entreprises-là? Déjà, ce qui est clair, c'est que tu vois, depuis un an, et puis encore plus récemment, ce qui est sûr, c'est que l'IA est à l'agenda de tous les comités de direction d'entreprise, de beaucoup de managers. C'est devenu un enjeu stratégique. C'est un enjeu stratégique qu'il faut absolument adresser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu intègres bien l'IA, ça a la capacité de te donner un avantage compétitif important. Bien sûr. Et si toi, tu le fais pas, c'est peut-être ton concurrent qui peut te créer des soucis, tu vois. Donc, c'est devenu important de regarder comment est-ce qu'on peut l'intégrer et le faire plus vite que les autres. Et donc, c'est vraiment, là, aujourd'hui, une période d'effervescence d'initiatives autour de l'IA. Il y a d'énormes volumes de projets dans ce sens-là. Oui. Et on en voit effectivement deux parties. Deux groupes. Le premier groupe, ça va être plutôt, j'ai envie de dire, des quick wins
sur l'intégration de solutions génériques sur étagère. Typiquement, les assistants, là, on en a évoqué quelques-uns. Tu vas avoir les use cases plutôt sur la création de contenu. Donc, comment créer des articles, des rapports, comment résumer des rapports, comment drafter des plans stratégiques, faire de la veille concurrentielle, etc. Donc, ça, c'est plutôt sur la création ou la gestion de contenu. Très facile à mettre en œuvre. Hein. Tu prends l'outil, tu payes un abonnement à tout le monde et puis, en gros, ça marche. Tu peux faire un peu d'éducation autour de ça, mais techniquement, pas très compliqué. Il y a juste de la formation utilisateur quand même sur l'outil. La culturation, ça c'est très important. Tu as le deuxième use case qui est très courant et assez facile à mettre en œuvre, c'est sur la génération de code. Donc ça marche bien. Assez facile à mettre en œuvre maintenant parce que tu as des plugins dans les différents yeux, etc. Et puis rapidement, tu augmentes la productivité de tes codeurs, de tes développeurs, que ce soit de l'autocomplétion jusqu'à de la génération de code complète. Donc ça peut te permettre d'accélérer là-dessus. Et après, tu as aussi un use case qui est assez courant sur tout ce qui va être customer support. Donc, relation client, comment je vais traiter automatiquement les demandes clients, les classifier, peut-être leur répondre sur certains sujets faciles et puis les escalader à des humains sur d'autres, etc. Donc ça, c'est, on va dire, des sujets assez bien maîtrisés, pas trop compliqués à intégrer, mais... c'est déjà largement démocratisé, ces sujets-là, aujourd'hui. Plus ou moins. Tu vois, la partie support client, c'est la plus complexe des trois que j'ai citées. Elle est un peu moins démocratisée. Génération de code, j'ai l'impression que ça commence à quand même bien prendre. Et puis, utiliser des assistants par erreur. C'est souvent ce qu'on voit en shadow IT, c'est-à-dire que les gens utilisent leur compte perso pour utiliser ces outils-là parce qu'ils ne sont pas encore mis à disposition des personnes. Ça, je pense que ça va évoluer. C'est comme quand le téléphone mobile est arrivé, tu sais, il y a 15 ans. Après, il y a eu toutes les technos, enfin, tout ce qui était bring your own device, etc. Bon, voilà, on va corriger ça, je pense, rapidement. Mais le truc, c'est que c'est facile à mettre en œuvre, mais c'est pas des gains transformatifs. C'est des petits gains de productivité, mais c'est pas ça qui va faire que ta société, elle va exploser demain par rapport à ce qu'elle fait déjà aujourd'hui. Généralement, les premières tâches qu'on va aller déléguer, entre guillemets, à l'IA, c'est plus des tâches qui sont secondaires avant d'y mettre un pied sur des tâches qui vont toucher un peu plus l'expertise. Ouais. Je pense que c'est aussi intéressant pour l'entreprise de commencer par mettre un pied sur la génération de contenu simple et puis derrière d'aller mettre en place des infrastructures plus complexes. Ce nouvel animal là qu'on a évoqué tout à l'heure, il faut commencer à l'apprivoiser. À l'apprivoiser, exactement. Et donc, il y a le deuxième type de projet qui va être les projets où là, tu vas vraiment essayer de faire des projets custom pour transformer tes processus métiers. Donc là, c'est beaucoup plus complexe. Là, ça demande plus d'études. C'est pas des solutions sur étagère la plupart du temps. Et donc, il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit là, cet été du MIT qui disait que justement, sur cette partie-là, en fait, il y a 95% des initiatives qui sont un échec. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. On l'a vu, il a fait beaucoup de mal justement aux entreprises d'intégration de solutions d'IA parce qu'en fait, c'est un échec. Bah, je trouve, ça peut faire du mal effectivement, mais ça démontre aussi qu'il faut prendre ces projets avec une certaine méthodologie et que c'est un savoir-faire qui est pas non plus évident, vu que du coup les sociétés qui ont une expertise là-dessus, elles ont un rôle à jouer. Mais 95%, c'est pas forcément que ça marche pas. Il y a effectivement des projets qui marchent pas parce que en fait c'est pas assez fiable ou juste ça n'arrive pas à délivrer ce qu'on avait prévu. Il y a aussi des projets qui fonctionnent mais qui ne délivrent pas assez de valeur par rapport au coût, tu vois, et que donc le PNL il vole pas, comme on dit, donc ça vaut pas le coup de le passer en production. Mais donc là, pareil. Les sociétés qui vont être les plus aguerries là-dessus, elles doivent normalement savoir te faire un PNL ou un ROI qui tient la route avant de te lancer dans la phase de projet, tu vois. Et donc ça, du coup, là-dessus, le cloud, il a un rôle important à jouer parce qu'avec les solutions que je vous disais, tu vois, quand tu as 95% de tes projets qui échouent, tu vas vraiment acheter des GPU pour faire de l'IA, alors que tu te dis que en fait, ça va peut-être pas fonctionner, tu vois, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Et donc, tu as ces solutions sur étagère qu'on évoquait, qui sont payées
au token ou à l'heure, qui vont te permettre de tester rapidement. En plus, ça te permet de tester plusieurs modèles. Bien sûr, mais aussi des enjeux de frugalité vis-à-vis des modèles. Oui, exactement. Et de pouvoir tester ça, finalement, ça fait partie intégrante du processus d'intégration de l'IA dans ces entreprises, surtout quand on parle de solutions custom. Exactement. Tu parlais de ROI. Ouais. Moi, je trouve que c'est une notion qui est très importante, qu'on retrouve avec beaucoup de nos clients. Comment on trouve ce ROI avec l'IA générative? C'est assez complexe parce qu'on va avoir une appréciation qui est qualitative, bien souvent des LLM. Comment on essaie de trouver le ROI idéal sur l'IA en amont d'un projet? Ouais, là, il va pas y avoir de réponse universelle à cette question. Mais oui, c'est vrai que ce qui est sûr, c'est que les premiers projets, ils avaient plutôt tendance à impacter le revenu, tu vois, ce qu'on appelle la top line, c'est-à-dire à faire de la prospection, à faire du marketing, etc. Alors que ce qui est ressorti dans cette étude, là, justement, pour reparler d'elle, c'est que souvent, là où il y a... déjà, juste pour reparler des 95%, il faut quand même parler des 5% qui marchent, où en général, c'est le jackpot. Et ensuite, on a quand même envie d'y aller, parce que quand ça marche, par contre, ça vaut le coup, quoi. Au lieu d'aller chercher à accroître la top line, le revenu, une bonne méthode, c'est aussi de voir comment est-ce que tu impactes ton back-office, tu vois. Et donc, là, comment est-ce que tu mets en place de l'automatisation sur tes processus métiers qui vont te permettre de gagner du temps et de la qualité, etc. Tu vois. Donc, en fait, il faut voir l'IA comme un outil qui repense aussi derrière les process de l'entreprise profondément et du coup calculer ce ROI à partir de tout cet écosystème. Ouais, c'est pas l'IA qui va repenser tes process, c'est toi, les experts, les ingénieurs en IA qui vont comprendre comment intégrer l'IA qui vont vous qui avez repensé du coup les process en ayant en tête les capacités de l'IA, et qui vont faire en sorte que, du coup, une fois que l'IA est intégrée, elle te permette de passer un gap, tu vois, sur ton back-office. D'où l'importance de bien définir en amont les performances de l'IA, les risques et les potentielles hallucinations. On parle beaucoup d'hallucinations avec l'IA. La réponse de l'IA est jamais 100% sûre, sur un modèle probabiliste. Donc, d'où l'importance de scoper ça en amont du projet pour vraiment avoir des performances. Et effectivement, tu vois, l'informatique jusqu'à aujourd'hui, c'était 100% déterministe. Algorithmique. Voilà. Et donc, d'ailleurs, il y a encore un collègue qui disait ça récemment, on parlait d'un autre truc. Nous, les informaticiens, on adore quand c'est déterministique. Mais le problème, c'est que là, avec l'IA, il faut qu'on apprenne maintenant à travailler avec des systèmes qui vont être probabilistiques. Et il va certainement y avoir, tu vois, une cohabitation des deux sujets. Hein. Ça va pas on va pas basculer vers le tout probabilistique. Bien sûr. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on a été 100% dans du déterministique, c'est compliqué de faire proprement du probabilistique. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire pour le faire bien, quoi. Et du coup, de votre vision personnelle et peut-être de votre pressentiment, chez OVH Cloud et puis toi Gilles, quels sont les usages qui vont s'imposer dans les 2-3 années à venir? Là, on a parlé des usages actuels, des usages qui commencent à s'imposer, etc. Est-ce que tu penses qu'il y aura un vrai changement d'ici les prochaines années? Ou est-ce que tu penses que finalement, ce sera la continuité de ce qu'il est en train de se passer, avec les nouveaux modèles qui sortent, etc., toujours plus puissants, toujours plus performants? Ouais. La question de l'effet de mode, un petit peu, qu'on peut entendre souvent sur l'IA. Vraie révolution ou effet de mode? Ouais. Qu'en est-il? Je pense vraie révolution. Ce qui est sûr, c'est que tu vois, on parlait des hivers de l'IA avant, ça, je pense que c'est fini. Tu vois, la tendance d'aujourd'hui, c'est déjà une tendance où on n'a pas le temps de s'ennuyer. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il y a quelque chose de révolutionnaire qui tombe. Et donc, on est déjà dans un rythme d'innovation hyper effréné. Est-ce que tu penses que ce rythme va continuer? Est-ce qu'il va peut-être augmenter aussi, ou est-ce qu'il va s'essouffler? Est-ce que ça va s'essouffler à un moment donné? Il y a 2 choses. Il y a le rythme de l'innovation, d'une part. D'accord. Et là, je veux dire, comme on disait, ça va hyper vite. Et je veux dire, si la R&D s'arrêtait aujourd'hui sur l'IA, on aurait déjà de quoi s'occuper pendant quelques années pour bien l'intégrer partout. Mais ça va continuer à se faire. Et après, tu as le rythme de l'adoption qui, lui, n'est pas sur la même cadence. Et tu vois, le cloud, ça fait 15 ans qu'on en parle. Ça ne représente encore que 30% des workloads d'entreprise. Il n'y a pas encore eu vraiment
systématisation du cloud, tu vois. C'est des transformations qui sont très lentes. Sur l'IA, ça va être pareil, ça va prendre du temps à être intégré. Là, ce qu'on voit dans les prochaines années, certainement qu'on va commencer à avoir les premiers agents qui vont... donc, c'est des systèmes autonomes qui vont pouvoir prendre des actions de manière très spécialisée. Avec l'agentique notamment. L'agentique, donc typiquement, l'exemple, tu vois, c'est des agents dans la finance qui vont pouvoir te faire des bilans comptables, qui vont pouvoir te faire des projections sur... Sans intervention humaine? Alors, ils vont te faire un pré-traitement de manière automatisée et ils vont te les soumettre, ils vont soumettre à un humain pour un review. D'accord. Tu vois, ce qui est intéressant dans ces use cases-là, quand tu as une boîte un peu complexe où tu as plusieurs pays, plusieurs produits par pays, des segments clients, etc. Si tu veux faire des projections, que tu changes un paramètre et que tu veux les faire dans toutes les combinaisons possibles de business plan, en fait, un humain, il peut te faire 2-3 scénarios, mais c'est hyper lourd, hyper fastidieux. Bien sûr. Là, des IA vont pouvoir te faire en fait l'exhaustivité des scénarios et te dire allez, quels sont les 5 plus prometteurs. Tu vois, et donc ça, il y a déjà des startups qui existent qui font ça et qui ont 3-4 agents spécialisés qui vont chacun avoir un rôle un peu différent, mais sur cette partie finance, tu vois. Et on en parlait un peu tout à l'heure là sur la partie PME, tu vois. Aujourd'hui, les grands groupes, ils ont beaucoup de moyens et ils font beaucoup d'initiatives, mais je pense qu'il y a une carte à jouer pour les PME parce que pour une PME, c'est probablement plus facile d'intégrer ce genre d'équipes. On parle un peu d'équipes virtuelles, tu vois, d'équipes d'agents. Pourquoi? Parce que d'une part, ça va certainement permettre de faire des choses en plus Bien sûr. que la PME n'avait pas les moyens de faire parce qu'elle n'avait pas les équipes. Et donc là, en plus des équipes existantes, on va avoir peut-être quelques agents qui vont faire X ou Y. Et donc, l'adoption par les employés est plus facile versus dans un grand groupe où potentiellement les agents ils viendraient marcher sur le périmètre d'humains. Et puis, globalement, les grands groupes ont plus de contraintes en termes de tu vois, politique, voilà, compliance, j'ai cherché le mot en français, de compliance sur différentes politiques sécuritaires, etc. Alors que dans les PME, c'est un peu plus souple et agile. Bien sûr. Et donc, ils vont peut-être pouvoir, une PME va pouvoir peut-être plus facilement faire levier sur ces agents-là et aller gratter de la part de marché des grosses boîtes. Avec forcément une adoption plus rapide qu'un grand groupe qui a des process, etc. Et... Ok. Donc on pourrait imaginer demain potentiellement une PME qui n'a pas forcément de service de communication ou directeur financier déléguer ces tâches-là à des agents IA au sein de leur entreprise. Voilà, donc je pense que toutes les PME ont quand même une direction financière, mais En tout cas. et peut-être que cette personne ou ces quelques personnes pourront faire plus de choses, tu vois, qu'Anne le faisait jusqu'à présent. Tous ces usages, ils peuvent donner un petit peu le vertige parce qu'on parle d'énormément de nouveautés, de nouvelles méthodes de procéder. Se pose la question de l'impact énergétique, de l'impact environnemental. On parle de réchauffement climatique. Oui. Comment l'IA s'inscrit dans ce domaine? Est-ce que l'IA est forcément énergivore? On entend des informations sur les requêtes qu'on peut faire à ChatGPT qui sont beaucoup plus polluantes que les requêtes qu'on peut faire sur un moteur de recherche classique. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça représente, l'impact environnemental de l'IA? Ouais, effectivement, c'est une technologie qui est très énergivore. Alors là, pareil, tu vois, quand on parle de ce sujet-là tel que tu l'as formulé, implicitement, tu parles IA égale LLM. Donc c'est important Forcément. de le signaler parce qu'en fait... C'est un abus de langage. Ouais, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup à la télé. C'est vrai que c'est un peu gênant parfois parce qu'on met tout dans le même sac. Et il y a tellement de use cases qui sont hyper intéressants dans le machine learning qui n'est pas très énergivore comparativement au LLM. Et il ne faut pas dire que du coup, c'est un problème de mettre, tu vois, en œuvre ces sujets-là qui sont d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, très présents dans les use cases de la santé. Ouais. Typiquement, sur de l'analyse d'imagerie médicale ou ce genre de choses. Donc voilà. Mais effectivement, sur les LLM, c'est hyper énergivore. Là, il y a plusieurs choses à voir là-dessus. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire son empreinte carbone? La première chose, c'est regarder où c'est que vous utilisez vos services d'IA. Et donc là, on n'est pas tous égaux par rapport à la frugalité de l'infrastructure. Comme je le disais en introduction, chez OVH Cloud, on a
et d'une part la maîtrise du cycle de vie des composants et d'autre part le water cooling qui fait qu'on est jusqu'à 35% moins énergivore par GPU, tu vois, par rapport à des services de refroidissement par air. En termes d'impact environnemental, les hyperscalers américains aujourd'hui construisent carrément des centrales nucléaires pour... Ah, mais c'est complètement fou. Voilà, pour te donner une image, les dernières GPU, là, NVIDIA, elles vont jusqu'à plus de 1000 watts, jusqu'à 1400 watts par carte. D'accord. Pour te donner une idée, moi, dans ma chambre, dans ma maison, le radiateur qui chauffe ma chambre, c'est un radiateur de 1000 watts. D'accord. Donc, il y a un GPU qui va consommer autant qu'un radiateur qui te chauffe une pièce. Et dans un serveur, tu peux avoir jusqu'à 4-8 GPU, voire même les derniers bébés de NVIDIA, les NVL72. Oui. C'est une armoire, c'est un rack. Une armoire avec 72 GPU dessus. Donc, tu vois, dans une armoire, tu vas avoir l'équivalent de 72 radiateurs qui vont consommer de l'énergie et qui vont devoir être refroidis. Donc, c'est des sommes astronomiques d'énergie et d'ingénierie pour les refroidir. Donc, c'est pour ça que maintenant, le water cooling est devenu hyper à la mode parce qu'en fait, ce n'est plus possible de refroidir à l'air. Donc, il y a une espèce de rétrofitting des data centers existants pour qu'ils acceptent du water cooling, ou bien les nouveaux data centers, maintenant, ils sont faits des structure de... Exactement, c'est des choses qui marchent de manière très différente. Donc nous, chez OVHK, la bonne nouvelle, c'est que c'est du business as usual, puisqu'on le fait déjà depuis 20 ans et on maîtrise très bien cette techno. Mais ouais, c'est devenu maintenant, de facto, un standard. Et donc, regardez où c'est que vous êtes hébergé. Tu vois, nous, on a par exemple une calculatrice carbone qui permet à nos clients de savoir quelle est l'empreinte carbone des services qu'ils utilisent et de savoir exactement. Tu vois, on ne peut que améliorer ce qu'on mesure. Et donc, ça, c'est une première étape importante pour nous. Hyper intéressant. Et après, sur la partie, on va dire, usage, plus les modèles sont gros, plus tu vas avoir besoin d'un gros GPU. Bien sûr. Parce qu'en fait, il y a une contrainte physique qui est que les modèles doivent être chargés dans la mémoire de la carte. Et plus les modèles sont gros, plus tu vas avoir besoin de cartes haut de gamme qui ont beaucoup de mémoire. Et donc qui vont devoir faire beaucoup de calculs. Justement, à ce sujet, on voit les nouveaux modèles des providers d'IA générative, de LLM, qui nous produisent des modèles de plus en plus gros. Oui. On parle de GPT-5, dont on n'a même pas d'informations officielles sur la taille du modèle. Concrètement, est-ce que cette taille, elle va augmenter encore de manière exponentielle? Ou est-ce qu'on va trouver une stabilité dans les tailles des modèles et on va commencer à utiliser des modèles plus petits, peut-être pour des usages plus précis? Comment on se place vis-à-vis de ça? Et puis, du coup, comment OVH Cloud se situe et se projette dans cette dimensionnalité des modèles? Ouais, il y a en fait deux tendances. Tu as la première tendance, effectivement, où on voit de plus en plus de très gros modèles. Donc ça, je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais c'est vrai qu'on en voit des monstrueux. Je crois que le plus gros, maintenant, on parle de 5000 milliards de paramètres. Mais bon, c'est un peu, on va dire, hors norme et exceptionnel. Mais oui, ChatGPT-5 a certainement dépassé le millième milliard. Ouais. Donc ça, c'est une tendance qui continue. Après, il y a quand même une tendance aussi du SLM, donc les Small Language Models, voilà, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que les petits modèles d'aujourd'hui sont aussi performants que les modèles moyens, voire gros, il y a un an. Donc, il y a quand même un gain en efficacité qui est hyper intéressant. Et puis, il y a beaucoup de techniques, effectivement, comme tu le disais, il y a d'ailleurs des études là-dessus qui montrent qu'un petit modèle spécialisé, donc quand tu as fait du fine-tuning, c'est comment est-ce que tu l'entraînes sur une tâche particulière, peut être plus performant qu'un gros modèle. Il y a encore des études qui sont sorties cette semaine qui sont catégoriques là-dessus. Tu vois. Donc, donc nous, on a un rôle à jouer là-dessus. On est en train de préparer des services de fine-tuning. On a des services d'entraînement qui permettent de faire du fine-tuning. On a ce portefeuille de catalogues, du coup, avec plusieurs tailles de catalogues. Et donc, comme ils sont as a service, tu peux les utiliser directement sur étagère. Donc, toi, quand tu as ton use case, en fait, c'est hyper facile de passer d'un modèle à un autre. Donc, tu peux facilement tester jusqu'où tu peux descendre tout en ayant un résultat qui te convient. Tu vois. Et donc, d'une part, ça va réduire ton coût.
puisque plus ils sont petits, moins ils sont chers. C'est ça. C'est directement indexé sur le coût de l'énergie. Et plus tu sais qu'il y aura moins d'impact carbone. Ça sert à rien de tuer une mouche avec une arme nucléaire. C'est vrai que la tentation est grande quand même de toujours utiliser le modèle de c'est relève. plus rapide, ça va plus vite et effectivement on se dit j'ai envie de prendre le mieux naturellement. On voit aussi des initiatives, on a ici Nvidia Jetson, donc un petit dispositif qui permet de faire tourner des mini-modèles sur des sujets ultra sensibles peut-être pour des entreprises. Est-ce que tu conseilles ce genre de dispositif qui permet du coup d'être 100% local, de faire tourner des modèles complètement dans notre infrastructure? On n'a pas de scalabilité, du coup, c'est peut-être le revers de la médaille. Toi, quel est ton avis vis-à-vis de ce genre de dispositif? Ça, c'est hyper bien pour explorer, tester des trucs. Alors après, il faut voir quelle taille de modèle tu peux mettre, mais tu vois, typiquement sur des usages industriels, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est sur des usages industriels où tu as besoin d'une latence extrêmement faible parce que ça pilote peut-être des machines, etc. Là, c'est intéressant de l'avoir en local. Parce que tu vas avoir l'inférence au plus proche de ta machine et tu vas t'affranchir de tous les latences réseau, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, ça me permet de parler d'un sujet que j'avais pas forcément prévu de parler, mais là, tu es peut-être sur, on va dire, une logique qui marche bien sur des petits projets ou des petits besoins. Nous, on a une logique qui se rapproche un peu de ça, mais en mode industriel, qui s'appelle OPCP, On-Prem Cloud Platform, où en gros, on est capable d'envoyer sur le site de nos clients des baies OVH Cloud qui embarquent du GPU, justement pour ces use cases-là, qui soient soit du use case hyper confidentiel, soit du use case hyper sensible à la latence, où en gros, on met la stack OVH Cloud, mais chez vous, à la maison, dans votre périmètre de sécurité, qui peut être ce qu'on appelle en air-gapped, donc c'est-à-dire qui fonctionne sans connexion vers l'extérieur. Donc là, on est vraiment, on va dire, sur le niveau maximum sécurité, défense, hyper confidentiel ou hyper sensible à la latence. Mais tu vois, c'est un peu cette logique-là appliquée au cloud qu'on vient mettre chez vous. Donc là, c'est l'équivalent de ce que tu présentes, mais en minuscule, sur des usages peut-être qui pourraient pour des entreprises de taille plus petite, être utile, ou alors pour un POC, pour tester, mettre un premier pas sur ce que c'est que d'avoir une IA en local. Le revers un petit peu aussi de la médaille de ces solutions qu'on peut avoir on-premise, ça va être la mise à jour. Souvent la mise à jour, l'industrialisation. Comment est-ce que tu gères la panne? Tu vois, comment est-ce que tu fais en sorte que tu as des engagements de disponibilité? Comment tu le fais évoluer aussi? C'est ça, les mêmes utilités. Comment scaler l'infrastructure, c'est pas compliqué. C'est intéressant pour des phases exploratoires. Après, quand tu passes en production et que tu as besoin d'industrialiser ton service, c'est peut-être plus compliqué, mais ça n'enlève pas pour autant l'intérêt. Donc, une alternative qui peut être intéressante, mais dans des cas quand même assez restreints. Et juste dernière question vis-à-vis de ça, moi j'avais envie de savoir ton avis, de connaître ton avis. Est-ce que tu penses que, donc on parle beaucoup d'agentique, etc., là où il y a quelques mois, voire quelques années, on parlait de gros modèles généralistes qui faisaient tout et qui étaient extrêmement moyens, on va dire, dans tout. Là aujourd'hui, on parle du coup de petits modèles hyper spécialisés, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je parlais des SLM. Est-ce qu'on est dans une démarche où finalement, dans quelques années, on pourrait voir une entreprise avec des binômes numériques pour chaque métier, chaque personne, où finalement chaque personne aurait son propre binôme SLM hyper spécialisé dans le domaine. Est-ce que c'est ce vers quoi l'agentique tend aujourd'hui? Ouais, probablement. Alors tu vois, ça sera difficilement applicable peut-être à certains métiers. Je pense qu'il y aura des métiers où ça sera plus facile à mettre en œuvre que d'autres. Mais oui, il y a cette tendance d'avoir des collègues, des coworkers, agents virtuels. On le voit beaucoup, on se demande si c'est vrai, etc. On se demande si... c'est vrai que j'ai vu passer des startups qui sont sur ce créneau-là. Mais j'en ai pas forcément vu, tu vois, implanté en prod chez des clients. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je n'ai pas la science infuse non plus. Mais je pense que ça, c'est encore très avant-gardiste. Peut-être que le niveau de maturité est encore peut-être trop faible pour ce genre d'usage. C'est vrai que là, quand on en parle pour les
les entreprises qui nous regardent, ça peut paraître être un peu Star Wars, mais effectivement, l'entreprise de demain, fondamentalement, peut ressembler à ça, quoi. C'est un mix. Tu vois, là, ce qui existe beaucoup, c'est dans les contact centers, là, donc dans les centres d'appel. Il y a des boîtes là, pour le coup, qui ont déjà beaucoup de clients, de chiffre d'affaires, où ils remplacent une partie des agents. Bien sûr. Et là, pareil, pour ceux qui ne suivent pas ça de très près, on atteint des niveaux techniques hyper bluffants, tu vois, de synthèse vocale, de latence hyper faible, de ton de voix naturel, etc. Donc ça, c'est en train de se passer. Ça fait partie de ces jobs qui sont un peu pas à risque, parce qu'on aura toujours besoin, mais c'est vrai qu'il y aura une demande qui va certainement décroître, parce qu'il va y avoir un switch sur une partie, peut-être le niveau 1, tu vois, les appels entrant. Bon, pour l'instant, on est capable de déceler à l'oreille si c'est une IA ou pas. Mais justement, on entend aussi beaucoup parler de... c'est une peur universelle sur est-ce que aujourd'hui, enfin en tant que travailleur, etc., est-ce que l'IA demain va me remplacer? On voit, du coup, on en parlait avec les services après-vente, etc. On voit déjà en fait des métiers actuellement qui sont en phase, en train d'être remplacés. C'est quoi toi ton avis sur ça? Est-ce que l'IA va créer de nouveaux métiers? Si oui, comment ça s'inscrit dans... quelle est ta vision là-dessus? Ouais, là-dessus, moi, je trouve qu'on est en plein dans ce qu'on appelle la loi d'Amara, tu vois. C'est-à-dire qu'on surestime l'impact à court terme et on le sous-estime à long terme. Okay. Donc, on a l'impression que là, demain, nos jobs, ils sont voués à disparaître et qu'il y aura de l'IA partout. Je pense que non, l'adoption va être beaucoup plus lente que ce qu'on croit, le temps que ça rentre. Je reviens sur ce que je disais par rapport au cloud. Mais par contre, on a encore du mal à imaginer comment va être dans la société l'IA dans 10-15 ans. Parce que ça va, je pense, apporter beaucoup de bouleversements qu'on a du mal à imaginer. Quand on était au début des années 2000, la naissance d'Internet, on n'imaginait pas l'ère des smartphones avec tout ce qu'on fait, etc. On était très content du e-commerce. Et en fait, tout ce qui s'est passé après, c'était vraiment de la science-fiction. Bien sûr. Donc là, on est pareil sur l'IA. Je pense que on va pas perdre tous nos emplois là dans 3 ans. Ça va être beaucoup plus long. Et surtout, ça va être assez ciblé, je pense. Il y a quand même des métiers où je serais un peu inquiet. Typiquement, tu vois, tout ce qui va être les photographes qui font des shootings de produits. Là, on voit que rapidement, en fait, tu peux switcher sur des solutions d'IA pour faire des photos. Tout ce qui est des traducteurs. Je serais pas trop serein là sur un métier de traducteur. Après, tout ce qui est centre d'appel, on va dire en premier niveau, etc. Mais effectivement, il va y avoir des nouveaux jobs aussi qui vont naître. Il va y avoir des transformations. Ça va être assez dans la durée. C'est pas demain que tout le monde va se faire remplacer par l'IA, selon toi? Je pense qu'il y aura aussi, plus que du remplacement, il y aura aussi beaucoup de transformation des métiers. On dit que tu vois, tu parlais du métier de photographe. Peut-être qu'on va chercher plus de créativité chez ces personnes-là, de la génération d'idées innovantes, de la mise en production commerciale. Enfin, peut-être que le métier va être repensé complètement, bouleversé, mais toujours existant sur leur valeur ajoutée. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant avec l'IA et ce que nous, on prône au quotidien. C'est que l'IA va pas remplacer l'expertise. Elle va remplacer le rébarbatif, l'automation. Elle va remplacer vraiment le job qu'on n'a pas forcément envie de faire aussi souvent. Mais c'est vrai que cet été, j'étais en vacances avec ma famille dans le sud et on est allé dans une boutique d'un photographe au coin d'une place qu'on trouvait jolie. Et en fait, on a flashé sur une photo qui était marrante. Et en fait, c'était une photo générée par IA. Et donc, on lui a acheté ce truc. Enfin, du coup, j'ai discuté avec lui, je lui ai expliqué que je travaillais beaucoup avec l'IA. Et donc, il m'a expliqué comment il faisait. Mais effectivement, ça rentre exactement dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il est photographe, mais du coup, il commence à utiliser des outils d'IA et puis il en propose à la vente, quoi. Et puis, on en voit aussi des photographes qui, justement, se démultiplient avec l'IA. On a eu l'occasion d'en voir il y a des nouvelles offres qui émergent avec des photographes qui sont spécialistes de prompt ChatGPT. On n'aurait jamais pensé qu'un jour, ça pourrait être possible. Et nous, on voit ça. Et en fait, c'est des choses que même, finalement, des ingénieurs IA n'arrivent pas à faire parce que du coup, ils n'ont pas la capacité et l'expertise derrière qui permet d'avoir toute l'expertise, finalement, pour faire une belle photo, que ce soit en physique ou avec l'IA. Tu sais, quand il y a eu
les appareils photo numériques qui sont sortis, on a dit que c'était la fin de la photographie parce qu'en fait, l'argentique, c'était le standard noble, tu vois. Quand on voit des photographes générer des prompts, t'en parlais sur l'usage, en fait, nous qui sommes pas experts, mais qui sommes au fait de l'IA générative, on prend une claque. Quand on voit un photographe générer une image avec l'IA, il y a des notions de focale, il y a des notions de contre-plongée, enfin plein de notions qui, nous, on n'est pas forcément au fait. Et moi, à titre personnel, je suis incapable d'avoir le même résultat qu'un photographe qui va générer une image à partir d'un prompt. C'est cette notion d'expertise qui se transforme plutôt que le remplacement simple de l'appareil photo, quoi. Oui. Je te propose du coup de passer sur un format de questions flash. Donc en fait, c'est des réponses courtes et dynamiques sous forme de phrases à compléter et de petites questions. Et du coup, je te propose d'y répondre à chaque fois en une phrase ou deux selon ce qui t'inspire. Donc il y en a 10. Je vais commencer par la première. Donc selon toi, l'idée reçue la plus tenace sur l'IA, c'est que tu vois, c'est qu'il y a des traits humains, donc ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Et ça, c'est très grand public, on va dire. Mais tu vois, il y a encore la semaine dernière, on m'a parlé d'une amie qui nous demandait si c'était possible que ChatGPT lui ait menti pour se venger parce qu'elle avait mal parlé à ChatGPT avant. Tu vois, donc c'est typiquement des traits humains. Et c'est vrai que on entend aussi parler des virtual girlfriends, etc. Tu vois, où beaucoup de dérives aussi. Ouais, on a vite. C'est vrai que quand tu es dans un dialogue pendant un moment, tu as l'impression de parler à quelqu'un. Mais bon, non, il faut se rappeler, c'est de la prédiction statistique, c'est des algos, etc. Mais c'est vrai que c'est tenace. Le mot qu'on entend trop souvent quand on parle d'IA, c'est par rapport à ce qu'on disait avant, tu sais, il y a ce côté apprentissage qui est un peu à double tranchant, je trouve. Notamment, il y a machine learning, il y a learning, etc. L'apprentissage, donc déjà dans un cadre d'IA, c'est, en tout cas à aujourd'hui, c'est beaucoup changer des paramètres d'un modèle, tu vois. Et donc c'est quelque chose qu'on fait un peu à froid avant d'utiliser le modèle. Mais une fois qu'il est en production, une fois que les modèles tournent, en réalité, aujourd'hui, ils apprennent très peu, voire pas du tout, les modèles. Et c'est d'ailleurs une des limitations, ce qui ressortait un peu des échecs là qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que tu as un modèle, tu lui demandes 10 000 fois un truc, en fait, la 10 001e fois, tu es obligé de lui réexpliquer tout le contexte de ta demande parce que sinon, il va pas savoir faire. Tu vois, il n'y a pas vraiment de mécanisme aujourd'hui. Donc, je mets toujours des pincettes parce que ça évolue tellement vite que ça se trouve, il y a un labo quelque part qui a réussi à tacler ce sujet-là. Mais globalement, aujourd'hui, c'est quand même encore un frein, le fait qu'ils n'apprennent pas. Et puis on le voit aussi sur des études récemment qui ont été produites. Il me semble que c'est par Microsoft où en fait, au fur et à mesure de la discussion, en fait, la pertinence du LLM, le niveau de précision en fait diminue. Oui, ils ne savent que ce qui est dans leur contexte, donc en gros dans leur mémoire. Et la mémoire, elle a une taille limitée qui est différente d'un modèle à l'autre. Mais c'est pour ça que tu es obligé à chaque fois de lui réexpliquer ce que tu veux. Parce qu'en fait, fondamentalement, il ne retient pas ce que tu lui avais demandé la veille. Il retient que ce que tu lui as remis dans le contexte. Cette taille du prompt, un sujet qui est très intéressant, qu'on n'aura pas le temps de évoquer, je pense, mais c'est toujours cette notion de contexte qu'il faut mettre pour avoir une réponse la plus pertinente possible. Mais trop d'informations, on le voit, ça fait baisser la performance. C'est vraiment un art et il faut aussi former les équipes. D'ailleurs, on commence à voir le terme de context engineering, tu vois, qui vient un peu remplacer vibe coding. Exactement. Parce que vibe coding, c'était un peu YOLO. Je dis 3 mots et puis je dois attendre l'état. Context engineering, c'est comment je structure, je cadre ma demande, mais tu vois, de manière hyper formalisée sur plusieurs pages, etc. Pour qu'après, il puisse aller sur des rails, délivrer son truc. Donc, prochaine question. Dans 5 ans, l'IA dans nos PME françaises ressemblera... Ça, du coup, on en a un peu parlé, mais ça ressemblera à des équipes agentiques en plus qui feront des choses que les PME ne faisaient pas avant. Donc, il y aura une capacité de démultiplication plutôt qu'une... Voilà, qui viendront faire du plus. Et tu vois, d'ailleurs, ça me permet de dire, on parle beaucoup de remplacement par l'IA, mais nous, on aime aussi beaucoup parler d'augmentation. Alors, si je devais définir l'IA en un mot, ce serait finalement ça serait automatisation. Comment est-ce qu'on fait pour automatiser des choses répétitives? Vrai ou faux, l'IA remplacera 50% des emplois dès 2030. Là, on est typiquement dans la loi d'Alnara, comme on disait tout à l'heure. Donc non, ça va... déjà, je ne sais pas si un jour, ça va remplacer 50% des emplois. Ça reste à prouver. Certainement pas d'ici 2030. Le plus gros danger de l'IA, c'est... Sur cette question-là, moi,
j'ai envie de donner deux réponses. Le premier, une réponse technique et une réponse pas technique. Ok. La réponse technique, le danger de l'IA, c'est ce qu'on appelle le désalignement. Tu vois, donc quand le désalignement, c'est aussi la grande peur de Terminator, tu vois, de dire que tu as l'IA C'est vrai, oui. qui se rebelle. Mais bon, sans aller jusqu'à Terminator, simplement sur des agents, enfin des problèmes agentiques qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui ils sont assez autonomes et qui ne sont plus supervisés. On commence à voir ça pour de vrai. Et qui sont un peu perdus et je crois qu'il y a eu, c'est un agent de Replit qui a eu ce problème-là la semaine dernière, qui a delete 1000 lignes dans une base de données. En fait, donc en fait, ce problème de désalignement, c'est quand tu as un agent qui ne respecte plus qui a mal interprété les consignes que tu lui as données. Toi, tu veux qu'il aille comme ça, lui, il a compris que c'était comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, il fait quelque chose que tu ne voulais pas qu'il fasse. Et après, l'autre point que je voulais dire, c'était c'est sur les jeunes. Tu vois, il y a ce risque c'est peut-être un risque, c'est plutôt nous les vieux qui l'avons, je sais pas, mais que en fait, avec ces assistants, on en perd un peu plus l'habitude de raisonner parce qu'en fait, on délègue le raisonnement aux assistants. Est-ce qu'on arrête d'apprendre en utilisant? En fait. Selon l'usage que tu en as, soit ça peut te booster ton apprentissage si tu es actif dans ta façon de faire, soit si tu es complètement passif et que tu prends tout sans questionner, tu peux être dans une forme totalement passive à ces outils-là. Ça, c'est gênant. Et du coup, on revient sur le fait que est-ce qu'on veut que ce soit uniquement des portails américains qui aient cette influence-là, quoi. Bien sûr. Donc, question 7. En Europe, l'atout majeur qu'on a par rapport aux États-Unis, c'est vous, les gars. Hein, c'est l'éducation. Je crois qu'en Europe, on a des ingénieurs de talent et c'est une grande force qu'on a. Tu vois, même aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes publiques dans l'IA qui sont en fait des Français et des Européens. On a pas mal de belles pépites. Tu as Eleven Labs, tu as Black Forest Labs. T'as Mistral, évidemment. En ce moment, on parle beaucoup de Lovable. C'est pareil, hein, c'est des Européens, c'est pas des Américains. Donc ouais, on a un écosystème qui est quand même sympa et beaucoup de gens brillants. On en a un petit peu parlé, mais donc l'IA, une simple mode ou vraie révolution? Je suis plutôt dans le camp, tu vois, ça fait débat. Moi, je pense que c'est une évolution technologique. Le fait d'avoir ce condensé de savoir qu'on peut après exploiter de mille manières différentes. Ouais, ça va bouger beaucoup de lignes. Il y a peut-être 95% des projets qui échouent. Et il y en a quand même 5% qui sont réellement décisifs. Décisifs. Et là, on parle des entreprises. Dans notre usage aussi à titre personnel quotidien, bien sûr, on voit une accessibilité à des choses, je pense au développement de code, développement d'applications, qui explose de la part d'indépendants, quoi. Moi, ça a déjà changé. J'ai vraiment l'impression de pouvoir faire des trucs que je n'espérais plus pouvoir faire avant, tu vois. Alors, du coup, moi, je suis un peu geek, donc c'est sur des sujets geeks. Mais tu vois, je suis repassé à Linux alors que j'avais pu toucher à Linux depuis mes années étudiantes. Et en fait, avant, c'était tellement un calvaire de se dire tiens, quand j'ai tel problème, j'ai passé X heures sur des forums à trouver comment gérer. J'ai un petit souci, je pose une question à un assistant, il me trouve direct le problème, c'est fini. Et puis en fait, du coup, tu bénéficies de tous les avantages. Et après, pareil, développer des applications, je me suis remis à développer des apps alors que je suis pas codeur, tu vois. Donc, c'est des projets perso. Mais voilà, il y a plein de personnes qui ont déjà intégré ça dans leur quotidien. On peut citer l'apprentissage qui évolue quand même, qui est beaucoup plus accessible grâce à l'IA, sans parler de la traduction, enfin tous les usages qu'on peut avoir à titre personnel qui sont en train de repenser un petit peu, rebattre les cartes. Comme on disait tout à l'heure, là, t'arrêtes la R&D aujourd'hui, on a déjà beaucoup changé. Beaucoup de grains à moudre. Et donc, dernière question, le modèle ou la technologie qui m'inspire le plus en ce moment? En ce moment, je suis tombé dans un sacré rabbit hole qui est NV10. Je parlais d'automation, justement, on est en plein dedans. Ouais. Et NV10, du coup, je trouve ça vraiment trop bien. Je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps, là, cet été. Mais du coup, ça permet de faire le lien avec l'IA. Est-ce qu'on peut rappeler, du coup, NV10 pour les gens qui ne connaissent pas forcément? Autre pépite européenne, du coup, NV10, c'est d'accord. NV10, ça existe depuis 6 ans. Ça fait de l'automatisation en mode no-code, low-code. Donc, en gros, tu drag and drop des petits nœuds. Et donc, ces nœuds-là, ils ont été intégrés avec un écosystème informatique assez important. Et donc, ça existe depuis 6 ans. Mais là, depuis janvier,
ils ont multiplié par 4 leur chiffre d'affaires Bien sûr. parce qu'ils ont réussi à pivoter sur l'IA. Et donc, ils ont des nœuds d'agents IA, justement, hyper puissants. Très concrètement, si vous voulez commencer à faire de l'agent, toucher de l'agent, tu vois, N8N, c'est super parce que c'est hyper accessible pour les non-tech. Nous, on vient de sortir un VPS, donc c'est en gros des serveurs un peu pré-packagés N8N. Donc, tu peux utiliser N8N. Et après, dans N8N, tu prends le nœud, comme je disais tout à l'heure avec OpenAI, tu vois, ça c'est l'exemple parfait. Donc, tu prends un nœud N8N OpenAI et dans l'URL du nœud, par défaut, c'est l'URL OpenAI. Tu prends l'URL de OVH Cloud, tu la remplaces et toute l'inférence qui est faite par tes nœuds OpenAI, ils vont en fait être faits sur OVH. Par OVH. Tu es complètement souverain, on clique, enfin un copier-coller, c'est terminé et du coup, tu peux, donc tu accèdes aux 40 modèles. Et là, tu peux commencer à jouer, tu vois, tu l'intègres sur Telegram, sur WhatsApp, c'est tes emails. C'est le potentiel d'N8N, c'est vraiment d'aller chercher les outils existants. Par exemple, on pourrait imaginer, moi demain, j'utilise N8N, je le déploie sur OVH Cloud, j'ai plus besoin de répondre à mes mails et tout est en automatique avec une brique OpenAI. Et là, par exemple, je te parle de 5 balles par mois, quoi. Enfin, et tu m'économises une dizaine d'heures par semaine. Alors, juste pour rebondir là-dessus, on entend souvent les mérites de ce genre d'outils no-code, etc., low-code, qui permettent de faire des solutions et des MVP d'époque assez facilement. Ma question, c'est est-ce que le piège, c'est pas de tomber justement dans ce type d'outil-là et du coup être obligé de repartir de zéro ensuite si on veut industrialiser à grande échelle et de redevoir développer, cette fois-ci en code, toute l'application? Si, complètement. Là, je te parle de projet perso, donc moi, je vais pas scaler à 1000 utilisateurs, il y aura toujours que moi. Par contre, en entreprise, ouais, ça peut être bien pour à petite échelle. Après, effectivement, ça ne remplace pas des applications codées en dur, si tu veux quelque chose d'industrialisé et qui peut faire. Mais bon, tu peux quand même aller assez loin. Tu vois, tu as un extrême d'hyper scalabilité, effectivement, avec du code. Il y a un juste milieu. Je pense que tu peux aller quand même jusqu'à des usages modérés avec N8N et que ça tient la route. D'ailleurs, tu peux mettre des nœuds de code. C'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, avec les assistants, moi, je ne sais pas coder, mais tu vois, l'usage qui marche hyper bien, c'est lui dire fais-moi un script pour ce code. Donc là, tu n'es pas dans l'excès du vibe coding où en fait, tu es sur un château de cartes, tu retires un truc, il y a tout qui s'écroule. Là, tu isoles tes fonctions par nœud. C'est beaucoup plus maintenable et c'était intouchable pour moi avant. Bon, Gilles, on a parlé de data, on a parlé de cloud, on a parlé d'IA, on a parlé des enjeux de souveraineté, on a parlé de l'adoption pragmatique par les PME, sujet qui nous concerne énormément. Et puis de l'impact environnemental. Alors pour ouvrir, tu parlais un petit peu de Terminator tout à l'heure. Je vais ouvrir sur une question qui est un peu la question qu'on s'est tous posée quand on a vu OpenAI sortir ChatGPT. L'IA ouvre beaucoup de possibles. Et selon toi, quelle est la limite qu'il ne faudrait jamais franchir? Waouh. Non, ben en fait, c'est sur les sujets d'autonomie, tu vois. Je pense qu'il faut faire attention quand tu as des systèmes qui sont complètement autonomes où c'est que tu mets ce qu'on appelle human in the loop, tu vois. Il y a des façons de faire certainement pour pousser à toujours plus d'autonomie, mais quel pouvoir tu donnes à un système qui est complètement autonome? D'ailleurs, il y a un peu ces sujets sur la privacy, tu sais, où tu as typiquement Comet, là, le browser de Perplexity. Donc, il te montre comment il peut aller faire tout ce que tu veux, en gros, sur Internet. Mais donc, ça veut dire que tu lui donnes accès à ton compte en banque, à tes emails, à toutes tes données. Donc, est-ce qu'on est tout à fait à l'aise à dire qu'on délègue à une IA les accès à ses comptes bancaires, à ces trucs et ça? Donc, je dirais attention sur comment est-ce qu'on gère la délégation de qui on est, de ce qu'on fait. C'est de la prudence sur l'usage, quoi. Même si on a un potentiel qui est dingue d'automation et de possibilités, des fois prendre un petit peu de recul peut-être pour se dire là, attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Comme possibilité à l'outil, quoi. Je peux faire une petite conclusion? Allez, bien sûr. Écoute, moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être, de vivre cette période en tant que, ingénieur informatique dans l'IA. Je trouve que c'est une période hyper excitante et d'être je pense que si on est là, c'est parce qu'on est passionné. Il y a beaucoup de gens passionnés sur ce domaine-là. Et c'est vraiment cool de se lever le matin et de faire quelque chose qui te passionne. Donc, c'est important sur quoi tu travailles. Je pense que c'est aussi important pour quoi ou pour qui tu travailles. Tu vois, on a beaucoup parlé de cette autonomie stratégique.
Alors aujourd'hui, on est dans une phase où il y a de plus en plus de tensions et on se rend compte qu'en fait, avoir plus d'autonomie sur ces sujets de cloud et de l'IA, ça va un peu de pair avec, tu vois, prendre en main notre destin, l'autodétermination de nos peuples, parce qu'en fait, si c'est pas quelque chose qu'on fait, on va être constamment les plus faibles dans les négociations et on va continuer de se faire rouler dessus, etc. Donc, faut absolument qu'on se batte pour ne pas lâcher ce secteur-là, tu vois, complètement aux Américains. Nous, en tout cas, chez OVH Cloud, on n'a pas décidé de leur lâcher. Pour moi, c'est vraiment une grande source de motivation. Bien sûr. J'ai un peu l'impression d'être dans l'équipe de France, tu vois, Ouais, non, mais c'est ou dans l'équipe d'Europe. c'est clair. C'est clair. Donc, voilà, se dire quel sens tu donnes à ton boulot en plus de kiffer la techno sur la qualité. Je trouve que c'est hyper important. Donc, si ça résonne chez ceux qui nous écoutent, écoute, on a pas mal de postes ouverts dans l'IA sur d'autres sujets. À partir de janvier, on va avoir pas mal de stages aussi. Il y a notre summit le 20 novembre à Paris pour ceux qui veulent découvrir un peu les nouveautés. C'est hyper inspirant, moi, ces notions d'indépendance, de cloud. C'est pour ça aussi qu'on avait à cœur de t'inviter. Elles sont clés. Pour moi, ça va au-delà du simple usage de l'IA, mais du futur aussi de l'Europe, finalement. Je pense qu'on peut aller jusqu'à notre indépendance. C'est des sujets qui sont quasiment politiques, mais qui sont très importants. Et selon moi, c'est grâce avec des acteurs comme OVH Cloud et des initiatives européennes qu'on y arrivera. Donc, c'est important. Ben, venez, on a besoin de bras. Et merci de m'avoir invité. Super. Merci à toi, Gilles. Avec plaisir.